40, il est 40. Ben voilà, donc on va commencer notre commission. Et d'abord, en vous présentant toutes nos excuses pour cet horaire de décalage. Mais c'est vrai qu'on travaille en ce moment des conditions un peu particulières, ce que je disais en aparté, puisqu'on a les textes de façon très resserrée, des auditions un peu partout, des consultations avec les ministres, le fonctionnement du Sénat en même temps. Donc on a rarement eu des conditions de travail comme celles que nous vivons aujourd'hui. Voilà, donc en tout cas, toutes nos excuses et un grand merci pour votre présence pour cette audition qui est d'ailleurs retransmise en direct, hein, je vous indiquais quand même. Donc voilà, c'est important de le savoir. On a souhaité, avec Corinne Imbert, donc rapporteur de branche maladie, ouvrir un peu de façon un peu plus solennelle les auditions, parce que tous les ans on avait l'habitude de se rencontrer pour faire un point sur le PLFSS, parce qu'à la fois on est dans une période un peu particulière, dans comme je dis, les conditions qui sont qui sont adaptés à la situation. Et on souhaitait vraiment pouvoir prendre du temps avec les 7 ordres que vous représentez pour pouvoir échanger, discuter, alors à la fois du PLFSS, mais également de vos actualités, parce qu'un certain nombre de vos actualités se traduisent, sont liées dans le PLFSS, avoir un regard croisé un peu de la situation qui est aujourd'hui proposé dans le texte, qui est un texte un peu compliqué, qui est un texte qui est monté dans des conditions tendues au niveau budgétaire. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'on puisse rapidement vous donner la parole, on fait un tour de table, 5-6 minutes, un peu de situation générale, et puis ensuite, eh bien, on rentrera dans le jeu des questions-réponses que vous connaissez. Bien entendu, je commencerai par la rapporteure générale. Pour les réponses, on ne va pas répondre cette fois à la question. L'idée, c'est vraiment que, voilà, au fur et à mesure, je donnerai la parole en tournant et qu'au fur et à mesure, ceux qui veulent compléter les propos qui sont tenus par l'orateur puissent le faire de façon à ce que ce soit un peu dynamique et qu'on évite de terminer à 20 h ce soir. Voilà, si ça vous convient. D'accord ? Voilà, très bien. Écoutez, je propose que nous rentrons dans le vif du sujet. Je salue la rapporteure générale qui nous rejoint également, qui est attendue à nos côtés, Elisabeth. Et donc, je vais commencer tout de suite par donner la parole à mon voisin, conseiller national de l'ordre des médecins, professeur Oustrik. Donc, je vous laisse débuter ce tour de table de propos liminaires. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les rapporteurs, chers collègues, présidents d'ordre, chers amis. Donc, je dois d'abord excuser l'absence de François Arnaud, notre président, qui malheureusement n'a pas pu se rendre disponible, les raisons personnelles. Donc, je dois aujourd'hui porter un peu quelques éléments préliminaires. On avait demandé de faire très court, et il vaut mieux parce que si on fait 7 fois 35, ça fera compliqué. Donc, juste pour rappeler le Conseil national, nous sommes excessivement attentifs à l'évolution des textes qui concernent l'exercice en général. De réaffirmer, le président Arnaud a dû le faire à de nombreuses reprises et depuis son élection à la place majeure, incontournable coordonnateur des parcours du soin que doivent garantir aujourd'hui à tous les patients les médecins sur notre territoire, mais aussi tout au long de leur vie de citoyen, mais aussi vie de patient à certains moments. On veut bien expliquer ces éléments-là parce que la coordination ne veut pas dire l'exclusion ni l'exclusif, au contraire. C'est un élément qui doit permettre à chacun des professionnels de santé qu'ils aient un ordre ou qu'ils n'en aient pas, puisque certains sont réglementés mais n'ont pas d'ordre, qu'ils ont une place, bien sûr, dans l'accompagnement des patients. Il faut pour autant coordonner, garantir la qualité et la sécurité des soins, c'est-à-dire, bien évidemment et avant tout, dans l'examen des patients, par l'accueil, l'écoute, la construction de la démarche diagnostique et thérapeutique, la construction d'une décision médicale qui engage une responsabilité médico-légale, voire au-delà, qui va amener la possibilité d'un diagnostic et surtout d'un diagnostic différentiel. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, l'ensemble des médecins font 10 ans d'études, entre 10 et 12 ans. Ce qui est important dans à cette période-là, c'est qu'ont été imposés, et je trouve ça assez favorable d'ailleurs pour tous les médecins, à l'analyse, la transcription de la donnée, l'hébergement des données de santé et l'utilisation notamment partagée, je dis bien partagée, dans le DMP ou sur les messageries sécurisées. C'est une qualité des soins, c'est une efficience, donc ce sont des sources et des éléments d'économie puisqu'on partage ce qui se passe dans tous les établissements à travers tous les fournisseurs
de soins, que ce soit des professions médicales ou paramédicales, l'ensemble des professionnels de santé. On pourra parler aussi de ceux qui sont réglementés et qui ne sont pas ici, puisque dans le PLFSS, il y a quelques éléments, notamment sur les psychologues. Ce sont des rôles importants. Et la coordination ne veut pas dire, là aussi en préliminaire, parce que c'est souvent le débat, que ça doit empêcher que chacun se recentre sur son référentiel métier, se recentre sur sa formation initiale et puisse donc proposer aux Français une meilleure adaptation. Nous sommes engagés fortement, vous l'avez vu, dans la formation initiale, et je dois saluer d'ailleurs le soutien du Sénat qui avait permis que la médecine générale sorte d'une discrimination et dont on ne puisse pas mettre depuis, on les attendait depuis 2020, ils vont arriver en 2026 quand même, tous les ans 4000 généralistes sur nos territoires, c'est-à-dire 10% de l'effectif actuel des médecins de famille, ce qui n'est pas anodin, mais on est aussi foncièrement engagé dans la certification périodique. Nous sommes l'un des seuls pays au monde où il n'y a pas de certification. Je rentre du Canada. La certification, elle se fait tous les ans. Vous n'êtes pas dans les guidelines, dans les bonnes prescriptions ou dans les bonnes prises en charge. On vous remet en formation immédiate. Donc c'est important que les médecins puissent garantir à tous les citoyens qu'ils sont formés initialement, bien formés, mais surtout qu'ils ont une formation continue qui obéit à des éléments de qualité et non pas à des éléments qui pourraient s'apparaître uniquement sur du bon soin, mais sur des éléments attendus par la population en termes de prévention, à travers la coopération et les coordinations, à travers aussi, bien sûr, les thérapeutiques. Voilà, donc c'était propos très liminaires, mais de rappeler avec force sur ces éléments sur lesquels, bien sûr, vous aurez des partenaires fiables, et de rappeler aussi le rôle, et on remercie le Sénat sur son rapport sur la financiarisation qui nous pose un énorme problème, puisque c'est une irruption majeure, massive et violente à l'encontre des professionnels formés en France et qui donc permettent aux Français d'être soignés en toute sécurité. Merci. Très bien, merci pour vos propos. Je donne maintenant la parole au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens. Monsieur Delgut, je crois. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président, et Mesdames les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs. Déjà, un grand merci pour votre invitation, pour nous permettre de parler devant cette noble Assemblée. Excusez également Madame Wolf, qui est en déplacement et qui ne rentre que ce soir, et c'est pour ça que je la représente. Vous rappelez effectivement que l'Ordre des pharmaciens ne parle pas d'affaires économiques, ce qui est peut-être un petit peu dommage dans un PLFSS, mais vous exposez quelques sujets qui nous ont semblé importants sur ce PLFSS, qui est un PLFSS, effectivement, vous avez dit tout à l'heure, Monsieur le Président, qui peut être un peu resserré, sans mesures structurantes en termes d'accès à la santé. J'en parlerai un petit peu. Quelques sujets qui nous ont vraiment impactés, je serai à votre disposition pour en commenter si vous le souhaitez, avoir un peu plus d'informations. Premièrement, c'est la lutte contre les ruptures, effectivement, avec 3 mesures importantes, avec la substitution par le pharmacien des médicaments en rupture, qui maintenant est élargie au risque de rupture sur recommandation de l'ANSM. C'est un vrai sujet d'importance. On pourrait peut-être vous proposer d'être un petit peu plus ambitieux, et puisqu'on a des problèmes pour avoir ces recommandations de l'ANSM qui arrivent toujours très en retard quand une rupture est déclarée, à moins que ça s'améliore, et bien de laisser peut-être, comme au Québec, le pharmacien pouvoir changer la molécule et remplacer cette molécule par une autre. Deuxième point aussi qui a attiré notre attention, c'est la dispensation à l'unité. Ça a été aussi également, donc ça existe déjà depuis la loi AGEC sur l'économie circulaire et la loi de financement de la sécurité sociale 2024, qui est une possibilité effectivement donnée de permettre d'autoriser, d'obliger la dispensation à l'unité pour certains médicaments. Là, ça a été élargi pour des médicaments à risque saisonnier, et typiquement l'exemple vous a été donné pour les antibiotiques, et des amendements qui ont été déposés ont fait que cette possibilité deviendrait une obligation pour les pharmaciens de délivrer à l'unité, ce qui nous semble pas très opportun pour 2 principales raisons, c'est-à-dire que l'immense majorité des pays européens pratiquent une dispensation à la boîte. 2 seuls pays le font en Europe, c'est l'Angleterre et l'Irlande, en sachant que l'Angleterre revient en arrière, puisqu'au 1er janvier 2025, pour des raisons de sécurité des soins, de traçabilité, etc., l'Angleterre va revenir en arrière et va assurer une dispensation à la boîte. Ça, c'est le deuxième point qui nous impacte. Le troisième point, c'est sur ces
ces systèmes d'information en cas de rupture. Je sais que c'est une préoccupation à la fois du gouvernement et puis de vous tous ici présents. Un amendement a été déposé par Stéphanie Rist qui va être discuté à la Chambre des députés à la fin de la semaine, je crois à peu près, si l'ordre se fait, qui permettrait à ce moment-là qu'un système d'information soit créé pour suivre l'ensemble de la chaîne du fabricant jusqu'au dispensateur, de pouvoir suivre un petit peu ce circuit du médicament. Le DP, le dossier pharmaceutique, serait éventuellement une des possibilités qui vous serait offerte. Donc, on n'a pas encore tous les éléments sur cette possibilité et sur ce choix. On discute avec la DGS, bien sûr, mais on reviendra peut-être vers vous, effectivement, dans le cadre des discussions, si, quand ça va passer devant votre chambre, il y aura des ajustements à faire, parce qu'il y a, c'est un sujet vraiment d'importance pour l'accès aux médicaments de tous vos patients. Deuxième grand point qui nous intéresse, et je rejoins les propos du professeur Austrix, c'est effectivement la lutte contre la financiarisation. Et je voulais vous remercier, les deux co-rapporteurs qui sont ici présents, pour l'action que vous avez menée. Donc là, effectivement, c'est une préoccupation première et des interrogations. On a discuté avec Madame Imbert, justement, sur quel est le véhicule législatif le plus opportun pour avoir ces provisions législatives que vous avez faites, qui sont très, très intéressantes. Donc ça, c'est un autre sujet qui nous intéresse. Et enfin, d'autres réflexions, et pour peut-être aller un petit peu plus loin, des amendements qu'on soutient effectivement, et notamment l'adaptation, vous savez, des médicaments pour un usage pédiatrique, où on a franchement des problèmes quand on a des quarts de comprimés, des sixièmes de comprimés à donner. Actuellement, on est obligé d'avoir l'autorisation du médecin pour pouvoir faire une préparation magistrale pour ce patient. Et bien voilà, de pouvoir aller plus facilement et de faire quelque chose de beaucoup plus sécurisé pour les patients. Et pourquoi pas ensuite aller beaucoup plus loin, d'avoir des mesures un peu plus structurantes en termes d'accès aux soins. Les protocoles de coopération, et bien les simplifier, c'est-à-dire qu'ils deviennent automatiques au niveau des CPTS, par exemple, que ça coule de source, qu'on ne soit pas obligé de remettre encore une usine à gaz en route. De pouvoir permettre le développement du pharmacien correspondant, ce pharmacien qui peut permettre de renouveler les traitements chroniques avec l'accord du patient en dehors d'un exercice coordonné. Ça ne veut pas dire sans tenir au courant le médecin traitant, bien au contraire, bien loin de là. Et pourquoi pas des choses comme ça se fait dans d'autres pays, d'initier une contraception progestative chez une femme, ou de permettre de renouveler une contraception qui a été mise en place, la patiente l'a arrêtée, avec une ancienne prescription, de pouvoir renouveler, comme ça se fait dans d'autres pays. Et pourquoi pas aussi pour les pharmaciens biologistes, les biologistes médicaux, de pouvoir adapter ou les posologies des antibiotiques à la suite d'un examen. Voilà, ce sont des choses qui permettraient d'accélérer et d'améliorer l'accès aux soins de nos compatriotes. Voilà, je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Je donne parole maintenant à l'ordre des sages-femmes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, merci pour cette audition. Nous nous trouvons face à un dilemme complexe, opérer des économies financières et tout en maintenant et en soutenant un système de santé qui actuellement est totalement à bout de souffle et dont l'offre se raréfie un peu plus chaque jour. Pour ma part, je souhaite rappeler que la prévention doit être un investissement immédiat pour diminuer les dépenses de santé de demain. Et je souhaite ici me concentrer sur les enjeux de la santé des femmes et sur les droits des femmes. De nombreuses études et rapports, notamment issus de vos travaux, convergent pour souligner l'urgence d'agir. Le 10 septembre, le rapport de la mission sénatoriale d'information sur l'avenir de la santé périnatale a appelé une réponse rapide et organisée face à la crise, impliquant une transformation en profondeur de l'offre des lieux et des modes d'accouchement. Permettez-moi ici d'en souligner les points saillants. Le rapport identifie plusieurs facteurs qui visent à expliquer la dégradation de la santé des femmes, tels que l'augmentation de l'âge maternel ou l'incidence croissante de facteurs de comorbidité comme l'obésité ou le diabète. Aujourd'hui, les indicateurs de santé périnatale et néonatale se détériorent en France plus rapidement que chez nos voisins européens. Nous nous plaçons désormais au 21e rang pour la mortinatalité et au 22e rang pour la mortalité infantile. Pour autant, ces facteurs d'influence ne permettent pas d'expliquer à eux seuls cette situation dégradée, car ils se retrouvent à l'identique partout en Europe. Mais des leviers existent, dont vous aurez probablement à discuter dans le cadre du PLFSS ou du budget de l'État, tels que la fiscalité du tabac, la fiscalité de l'alcool ou encore celle des produits sucrés. La France se distingue aussi par une triste singularité. La première cause de mortalité maternelle en période postpartum est le suicide lié à la dépression postnatale. Les experts soulignent que la moitié de ces décès maternels pourraient être évités.
Pour améliorer le suivi des femmes, l'Ordre des sages-femmes propose ainsi d'étendre le régime maternité au suivi postnatal, mais également de renforcer l'accompagnement des femmes et des couples qui traversent un deuil périnatal. Notre responsabilité collective est engagée. Depuis trop nombreuses années, la France ne mène plus une politique périnatale cohérente qui garantirait aux femmes la sécurité physique et psychique qu'elles sont en droit d'attendre. Au-delà de la santé périnatale, c'est l'ensemble de la santé sexuelle et reproductive qui doit être pensée. Vous avez récemment présenté le rapport sur l'accès à l'IVG. Il est clair que l'accès à cette liberté fondamentale, constitutionnelle, reste fragile. Le rapport souligne les difficultés d'accès liées aux fermetures des maternités, met en évidence les inégalités territoriales, ainsi que l'absence de liberté du choix de la méthode, en totale contradiction avec la loi. De même, si les femmes dans leur santé sont souvent invisibilisées, certaines le sont plus que d'autres. Je pense tout particulièrement aux femmes en situation de handicap, conduites à renoncer trop souvent au suivi gynécologique. Il est crucial de ne pas oublier que ces femmes sont plus fréquemment victimes de violences, que celles-ci soient intrafamiliales ou institutionnelles. Face à ces illustrations de difficultés dans l'accès aux soins, des solutions pragmatiques existent et sont coportées par le Conseil national de l'Ordre des sages-femmes. Généraliser le programme Handigynéco pour permettre un suivi adapté aux femmes en situation de handicap. Créer 3 rendez-vous de prévention dédiés à la santé sexuelle. Lever les freins à l'exercice de la profession en supprimant la liste des médicaments et en permettant aux sages-femmes d'allonger le congé maternité sur le modèle du congé pathologique. Bien entendu, sortir de la crise impose de résoudre le problème d'attractivité des professionnels de santé. Pour les sages-femmes, il s'agira d'un changement de statut, mesure qui ne peut être intégrée au PLFSS, mais qui devra obligatoirement être envisagée dans un proche avenir. Certes, la situation financière de notre pays est préoccupante, elle impose des efforts collectifs, mais n'oublions pas que la première préoccupation des Français, c'est leur santé. Investir aujourd'hui dans la prévention, c'est améliorer durablement la santé des citoyens et à long terme, c'est aussi améliorer celle des finances publiques. Merci. Merci beaucoup. Je continue avec l'Ordre des chirurgiens dentistes. Monsieur Perra. Bonjour à tous. Je vous prie d'excuser le président Durand qui n'a pas pu se libérer aujourd'hui. Pour nous, dans le PLFSS, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Juste un mot sur un amendement qui a été retiré pour l'instant, je pense, sur l'orthodontie. Nous sommes très étonnés de cet amendement, étant donné que l'orthodontie fait partie de la formation initiale des chirurgiens dentistes qui ont donc compétence à l'exercer en omnipratique et pas simplement en spécialité, dans la mesure de leurs compétences, bien sûr. Ça, c'est une... voilà. Ensuite, juste 2 points d'actualité qui nous ont interpellés en ce moment. C'est en particulier le projet de M. Fatome, qui est directeur de la CNAM, et qui envisage à terme de supprimer le service médical. Et donc, ça nous pose un peu problème, si vous voulez, dans la mesure où les chirurgiens dentistes conseils ne dépendraient plus de la CNAM, mais de chacun de la CPAM et seraient directement subordonnés au directeur de la CPAM du département. Ce qui nous interroge sur l'indépendance de ces praticiens chirurgiens dentistes par rapport à leur hiérarchie. Et ça nous interpelle aussi au niveau du secret professionnel, puisqu'il serait mélangé un peu au service administratif, d'après ce que j'ai compris. Et d'autre part, on se priverait d'une vision nationale et régionale de la gestion des professionnels de santé chirurgiens dentistes sur l'ensemble des départements, alors que certains départements n'ont même pas de praticiens chirurgiens dentistes. Donc, on verra la suite. Juste un mot aussi, nous actuellement, on a de plus en plus de faux diplômes qui nous posent problème. Le Conseil national a décidé de produire maintenant des documents qui vont être beaucoup plus protégés, hein, que ce soit avec des filigrammes, des QR codes et puis d'autres méthodes.
Nous avons contacté le président des doyens, qui est prêt aussi à s'engager après à protéger ses diplômes. Et tout ça aussi, quand ça sera fait, ce sera aussi pour essayer d'étendre ça à tous les pays européens pour qu'on ait plus de sécurité sur ces diplômes. Voilà essentiellement ce que je voulais vous dire. Merci. Merci pour votre intervention. Je donne la parole maintenant à l'ordre des infirmiers avec Madame Mazière-Torrent. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Alors, l'ordre infirmier participe à ce débat en ayant tout à fait conscience dans ses propositions que ce débat s'inscrit dans un contexte de fragilité du système de santé et de difficulté d'accès aux soins de nos concitoyens. Et des crises à répétition, notamment des services des urgences hospitalières, qui sont révélateurs des dysfonctionnements structurels de ce système de santé, dans un contexte de finances publiques contraint, avec notamment des nécessités d'économie de l'assurance maladie. Cependant, nos propositions sont également renforcées par l'annonce du Premier ministre, M. Michel Barnier, qui a exprimé lors de sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale l'ambition d'une loi infirmière-infirmier qui ira plus loin dans la reconnaissance de leur expertise et de leurs compétences et leur donnera un rôle élargi dans la prise en charge des patients. Il est pour nous préoccupant de constater que dans le texte de 2025, il n'y a aucune disposition concernant les infirmiers, bien que leur rôle soit croissant dans le système de santé. De plus, la quasi-totalité des amendements que nous avons soutenus pour améliorer l'accès aux soins et la qualité des prises en charge a été rejetée sous l'argument de l'article 40 de la Constitution. Or, ces amendements, nous le croyons, au lieu de générer une charge, sont porteurs d'économies pour l'assurance maladie et notamment pour améliorer la santé de nos concitoyens. En renforçant la prévention, nous avons, je crois, réussi le virage ambulatoire et nous devons maintenant réussir le virage de la prévention, notamment en incluant les infirmiers dans les dispositifs de santé préventive. Et ils sont trop souvent oubliés dans ces dispositifs. On réduira ainsi le besoin de prise en charge plus lourde et parallèlement, l'élargissement des actes accessibles aux infirmiers contribuera de fait à alléger les dépenses de santé. Ainsi, l'ordre infirmier propose à nouveau les amendements qui pourraient contribuer à répondre aux défis budgétaires tout en garantissant un accès durable et équitable aux soins. Je les cite, je les développerai à votre demande. Nous souhaitons qu'une vraie loi de programmation de santé soit instaurée, notamment parce que nous vous alertons sur les dangers d'une évolution démographique des infirmières qui serait insuffisante. Actuellement, les projections que nous faisons et que nous tenons à votre disposition nous amènent à penser que nous pourrions nous trouver dans 15 ans dans les mêmes difficultés que nous sommes trouvés pour le manque de médecins, et ça serait un manque d'infirmiers devant le vieillissement de la population et le surgissement des maladies chroniques. Donc il y a une nécessité à faire une véritable programmation de la formation, notamment des infirmiers. Le deuxième point, c'est l'instauration des ratios infirmiers. Toutes les études montrent que le ratio d'infirmiers au chevet du patient influence directement la mortalité et les complications. Et le sénateur Jomier, je crois, soutient un texte en ce sens. Nous avons tout à fait conscience que cette période n'est pas favorable à cette instauration, mais s'il n'y a pas une véritable programmation également pour aller vers cette amélioration du nombre d'infirmiers au lit du malade, nous ne pourrons pas de façon significative améliorer la qualité et la sécurité des soins. Troisièmement, nous souhaitons
que le recours aux infirmières puéricultrices soit pour les soins de ville et notamment l'accompagnement à la parentalité. Ma collègue sage-femme a indiqué toutes les difficultés. Nous avions participé de façon conjointe aux auditions sur les indicateurs de la santé néonatale. Les infirmières puéricultrices sont les professionnels qui peuvent, à l'hôpital, dans les PMI, mais également en ville, accompagner les familles et les parents à l'accueil du jeune enfant et aux différents problèmes de santé qui perturbent cette parentalité. Ensuite, renforcer la prise en charge des patients en développant les compétences infirmières et notamment sur un point particulier que nous portons déjà depuis plusieurs mois mais pour lequel nous n'avons pas été entendus. Les infirmières sont compétentes pour prendre en charge les plaies et les cicatrisations. Elles sont capables d'évaluer le matériel nécessaire. Elles sont porteuses d'économie si elles prescrivent elles-mêmes les objets de pansement qui leur sont nécessaires. Pour l'instant, elles ne peuvent que renouveler. Le démarrage souvent est fait en dehors de leur expertise. Donc nous revendiquons le fait de pouvoir proposer aux patients, notamment quand ils sont en difficulté d'accès à un praticien, un médecin, de pouvoir initier les prises en charge des plaies et des pansements sur le territoire. Nous souhaitons aussi dire que développer une politique de prévention accrue en s'appuyant sur les infirmières, et notamment les infirmières, par exemple, en santé scolaire, qui tous les jours effectuent un nombre très important de consultations auprès des jeunes, et notamment pour ce qui est de la prévention des problématiques psychologiques et mentales pour ces jeunes, la prévention des addictions et l'accompagnement, et la prévention du suicide également. Accompagner la santé des soignants, pour nous, est une nécessité. Les infirmiers et les infirmières ont une charge mentale importante. Il n'y a pas de dispositif. Nous attendons une feuille de route sur la santé des soignants et des dispositifs pour permettre à ces soignants d'avoir de meilleures conditions d'exercice et de renforcer l'attractivité de ces infirmiers et de ces infirmières qui actuellement fuient les hôpitaux et abandonnent le métier parce que la charge est trop lourde et qu'ils ne trouvent pas de soutien lorsqu'ils en ont besoin. Accompagner à la pertinence de la cotation des soins infirmiers. Les infirmiers libéraux ont une nomenclature extrêmement complexe et difficile et nous estimons qu'ils doivent bénéficier d'outils pour les aider à s'y retrouver dans cette cotation pour éviter qu'ils soient suspectés de fraude ou de mauvaises cotations, alors que bien souvent, ils ne sont pas dans cette intention. Et en tant qu'ordre, nous souhaitons que cette honorabilité de nos confrères et de nos consoeurs soit respectée par la mise à disposition de dispositifs de cotation, et notamment dans leur logiciel, qui soient plus adaptés et plus fiables. Enfin, nous avons deux autres points et j'en terminerai. Vous savez qu'une expérimentation généralisée sur l'ensemble du territoire a commencé depuis avril 2025 pour l'établissement des certificats de décès par les infirmiers. Nous avons répondu de façon massive aussi bien chez les infirmiers libéraux mais aussi chez les infirmiers salariés qui sont dans les EHPAD et dans les SIAD, qui se sont inscrits volontairement à s'inscrire dans ces formations. Les dispositifs de formation déployés par les ARS, malheureusement, n'ont pas été à la hauteur des volontaires, puisqu'il y a moins de 50% des infirmiers volontaires qui, à ce jour, ont pu être formés. Et nous savons que ces certificats de décès qui sont rédigés par les infirmiers sont de qualité et qu'il n'y a eu aucune difficulté notable dans la mise en œuvre de celle-ci. Et nous attendons donc que le PLFSS passe dans le régime général, sinon l'expérimentation s'arrêtera au mois d'avril 2025 et il n'y a pas de solution prévue ensuite. Enfin, et ça c'est un point qui est plus spécifique à l'ordre, vous savez que nous avons actuellement 560 000 infirmiers inscrits à l'ordre. Nul ne sait combien il reste d'infirmiers non inscrits que nous identifions comme étant dans les établissements publics, souvent des infirmiers assez âgés qui étaient déjà en exercice avant la création de l'ordre en 2008. Donc nous demandons, alors que nous avons fait à plusieurs reprises des travaux pour relancer et mettre à disposition des établissements les outils nécessaires à la transmission des listes, nous demandons à ce que des sanctions de défaut de transmission
des listes à l'ordre soit mise en œuvre à l'égard des établissements qui continuent à nous empêcher de remplir notre rôle, et notamment notre rôle en termes d'établissement de la démographie de nos confrères et de nos consoeurs. Voilà les éléments que je souhaitais porter à votre connaissance. Je vous remercie. Merci Madame. Je donne maintenant la parole à l'ordre des masseurs kinésithérapeutes. Donc Madame Di Giorgio, c'est ça? C'est à vous Madame. Merci. Monsieur le Président, Madame la rapporteure générale, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Tout d'abord, les excuses de Madame Mathieu qui n'a pas pu être présente malheureusement aujourd'hui et que je remplace. Pour vous dire qu'au fil des années, les PLFSS successifs ont inclus toujours plus de dispositions relatives à l'accès aux soins, à la prévention et parfois aux compétences des soignants. Nous ne pouvons plus nous contenter de petits pas, de demi-mesures et d'expérimentations. Je crois que maintenant, il y a urgence. Il y a urgence. Les Français attendent de nous tous, de vous, de la représentation nationale en premier, des actions ambitieuses et déterminées. Ils attendent de nous que nous dépassions les considérations passéistes et partisanes qui n'existent pas sur le terrain. C'est le travail que les ordres avaient initié ensemble avec une déclaration commune pour l'accès aux soins sur le territoire il y a déjà 2 ans. Nous devons maintenant matérialiser ces convictions et faire en sorte qu'elles se traduisent concrètement pour nos concitoyens par des politiques publiques que nous pourrons rapidement mettre en œuvre. Quelques rappels sur la profession. Nous sommes 109 000 masseurs kinésithérapeutes à ce jour. Nous réalisons plus de 2 millions d'actes par jour. Le kinésithérapeute se définit par ses missions depuis 2016 et non pas par des seuls actes. Il est compétent pour la prévention, pour le diagnostic de kinésithérapie. Il est habilité à utiliser librement ses compétences pour le traitement de ses patients. Le masseur kinésithérapeute, c'est aussi 5 années d'études qui lui confèrent à la sortie un grade de master. Il exerce son activité en toute indépendance et en responsabilité. En premier lieu, sur nos propositions pour lutter contre la désertification sanitaire, nous voulons appuyer vraiment l'accès direct, l'élargissement de l'accès direct aux kinésithérapeutes. La loi de 2023 a rendu les choses un peu timidement. Et aujourd'hui, c'est le flou artistique pour tout le monde, pour les patients, pour les soignants. Qui a le droit à l'accès direct, qui n'a pas le droit, combien de séances je peux faire en accès direct. Donc aujourd'hui, je voudrais porter ce message haut et fort en présence de vous toutes et vous tous. Nous souhaitons, et nous avons consulté toute la profession, nous portons d'une seule voix pour la profession la demande d'un accès direct, plein et entier pour la profession. D'abord avec la suppression des 8 séances, puis supprimer la circonscription à l'exercice coordonné et enfin élargir notre périmètre de prescription pour pouvoir aller jusqu'au bout des bilans de kinésithérapie que nous effectuons. Outre cela, nous devons élargir l'implication des kinésithérapeutes dans le système de soins et de prévention en cohérence toujours avec nos compétences. Tout d'abord, permettre aux kinésithérapeutes la primo-prescription d'activités physiques adaptées. Vous connaissez ce dispositif, il a été mis en place il y a quelque temps. Il est peu utilisé d'après les études. Et je vous rappelle aussi que le kinésithérapeute est le seul professionnel de santé qui est aussi un professionnel du sport. Et pourtant, le kinésithérapeute est seulement habilité aujourd'hui à renouveler des prescriptions qui auraient été déjà faites par les médecins. Nous souhaitons donc accéder à cette primo-prescription d'APA pour que nos patients puissent, avec des bilans étayés, avec bien sûr un retour au médecin traitant, avec une coordination de l'ensemble des acteurs de santé qui interviennent auprès de ces patients, nous souhaitons insister sur le fait que nous pouvons mettre en œuvre ces bilans et ces primo-prescriptions pour nos patients qui nécessitent de l'activité physique. Nous souhaitons ensuite assurer la possibilité pour les Français de recourir à un kinésithérapeute dans les rendez-vous de prévention. Vous savez, les rendez-vous de prévention, pareil, le masseur kinésithérapeute qui est pourtant dans la définition de sa profession, il assume la prévention et pourtant le masseur kinésithérapeute n'est pas présent
dans le dispositif des rendez-vous de prévention. L'annonce nous avait été faite par le précédent ministre de la Santé de l'inclusion des masseurs-kinésithérapeutes dans ces rendez-vous et pourtant ce n'est toujours pas fait. Donc je redis ici aujourd'hui, le kinésithérapeute est pleinement habilité à effectuer ces rendez-vous de prévention. Nous voulons aussi introduire des bilans de dépistage tous les 2 ans au risque de perte d'autonomie, de la mobilité et du risque de chute à partir de 65 ans, dispensés par un kinésithérapeute. L'Ordre a travaillé sur ce sujet-là depuis quelques années et a mis à disposition de tous les kinésithérapeutes un bilan codifié avec un score fonctionnel de dépistage pour mettre en place une rééducation auprès de ce public de plus de 65 ans. Et enfin, impliquer davantage les kinésithérapeutes dans la santé au travail en créant un statut de masseur-kinésithérapeute de santé au travail. Nous souhaitons aussi inciter les professionnels à exercer en groupe au sein des CPTS et des MSP avec des mesures facilitatrices, mais toujours en étroite collaboration avec ce qui se fait déjà, avec ce que font les collectivités territoriales, avec ce qu'a mis en place l'ARS. Nous voulons travailler pour la facilitation parce que les charges administratives que représentent tous ces dispositifs sont vraiment un peu trop élevées. Je voudrais aussi vous évoquer ici, parler du statut de l'élu ordinal. Effectivement, nous souhaiterions, avec l'ordre des pédicures podologues, porter un amendement pour permettre aux élus qui remplissent des missions ordinales de pouvoir bénéficier par la cotisation sur leurs indemnités du régime de retraite. Vous savez que l'investissement est très dur pour nous. Nous gardons des activités parallèlement dans nos cabinets qui en pâtissent, nos patients aussi. Et si l'indemnisation des journées de travail vient compléter un peu cette perte, ce n'est pas le cas pour le régime de retraite. Donc nous souhaitons porter cet amendement pour permettre, comme les autres élus ici, de pouvoir, par la cotisation, bénéficier de ce régime général d'assurance retraite. Enfin, pour conclure, j'attire votre attention sur les points suivants. Il existe de grandes attentes de la profession et des patients sur la reconnaissance des kinésithérapeutes et la valorisation de la kinésithérapie dans les politiques publiques de santé. Nous devons aller vers un partage des actes et des compétences pour assurer une bonne prise en charge de nos patients. Chaque avancée législative se voit bloquée par le retard, voire l'absence de textes réglementaires et parfois de façon délibérée. Il est temps d'améliorer les conditions d'exercice, tant pour l'exercice salarié que libéral. La profession n'est pas suffisamment reconnue pour ses compétences, vous l'avez entendu dans mes propos, pour son engagement, par ses rémunérations et ses perspectives de carrière. Pour continuer à assurer une offre de soins de qualité à la hauteur des défis, il est nécessaire de lui permettre d'y participer pleinement. Chaque profession, notamment la nôtre, doit être mobilisée et contribuer à la hauteur de ses pleines compétences pour résoudre les difficultés d'accès aux soins de nos concitoyens, en collaboration et complémentarité avec toutes les autres professions. Elles ne peuvent plus être considérées comme de simples dérogations au monopole médical. Nous sommes 109 000 kinés. Je vous demande ici de nous faire confiance. Je vous remercie. Merci madame. Et je donne maintenant la parole pour terminer à l'ordre des pédigures podologues, monsieur Brouard. Monsieur le Président, mesdames les rapporteurs, monsieur et madame les sénateurs, chers collègues, tout d'abord merci de permettre à la profession de pédicure podologue de pouvoir s'exprimer devant vous. Merci pour cette invitation. Et je tenais aussi à excuser Éric Proulx, le président de l'Ordre, qui malheureusement n'a pas pu se rendre disponible. Il faut constater que le PLFSS 2025, dans une version condensée de 32 articles, se concentre exclusivement sur des orientations purement budgétaires, de recettes-dépenses et n'apporte pas, en l'état, de propositions structurantes, source d'optimisation financière à court ou moyen terme. Lors du passage à l'Assemblée nationale, plusieurs amendements demandant la mise en place d'une loi pluriannuelle de santé ont été déposés. Dans une approche un peu plus mesurée,
un rapport a été demandé permettant au Parlement d'évaluer l'application des prévisions financières de la loi de financement de la sécurité sociale en visant ainsi à anticiper l'adoption d'une loi pluriannuelle d'orientation en santé attendue par les acteurs du secteur. Une loi pluriannuelle d'orientation en santé serait de nature à fédérer le monde de la santé dans une période où les lois de financement de la sécurité sociale sont particulièrement contraintes. Un tel texte permettrait également d'aborder le sujet de la prévention en santé sur un espace-temps beaucoup plus cohérent et d'en évaluer les impacts financiers et les bienfaits de manière plus pertinente. L'Ordre national des pédicures podologues s'inscrit dans cette logique de prévention en santé face au vieillissement de la population, à l'augmentation des pathologies chroniques et à l'inflation galopante des dépenses de soins associées. L'Ordre national des pédicures podologues se voit malheureusement contraint pour ce PLFSS 2025 de ne pas porter de sujets structurants en prévention, notamment pour la population grandissante des patients diabétiques qui, d'après la HAS, doit bénéficier d'un accompagnement dès les premiers symptômes de la maladie. Sur le volet recettes, l'Ordre national des pédicures podologues propose, à l'image de ce qui a été présenté par l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, un amendement visant à créer un statut de l'élu ordinal permettant de cotiser au régime général de la sécurité sociale, cela au même titre que les élus locaux depuis la loi numéro 2012-1404 du 17 décembre 2012. Cet amendement vise uniquement les élus du Conseil national de pédicure podologue et l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Plus largement, je me suis concentré uniquement sur un propos concernant ce PLFSS. Si on m'accorde un tout petit peu de temps supplémentaire, je souhaiterais parler en fait de l'universitarisation des professions paramédicales et notamment de l'universitarisation de la profession initiale des pédicures podologues. Actuellement, nous sommes une profession à 3 ans d'études d'un niveau licence avec, à titre de comparaison, des parcours universitaires en Europe, mais aussi outre-Atlantique, sur un niveau master, avec des compétences étendues sur la prise en charge notamment des patients diabétiques en premier recours, et notamment pour répondre aux enjeux en fait, de ces pathologies chroniques. Ces extensions de compétences, aujourd'hui, elles sont connues, elles ne sont pas inventées en France, elles existent dans d'autres pays européens, notamment en Espagne, en Italie, en Angleterre, en Irlande. Et il serait souhaitable que cette population de patients puisse bénéficier également en France de l'ensemble de ces compétences. Pour la petite anecdote, j'ai un confrère élu qui a la double diplomation et il va en fait faire opérer pour des traitements d'ongles incarnés ces patients en Espagne qui se font rembourser par l'assurance maladie en France. Et il est installé sur Paris. Voilà. Donc tout ça pour vous dire en fait, qu'il y a un sujet qui nous porte particulièrement au cœur. En fait, c'est cette universitarisation et cette montée des compétences à 5 ans. Un projet en fait, a été proposé à la DGOS au bureau RH1 précisément, qui a été qualifié de remarquable, mais de trop avancé. Trop d'anticipation sur les besoins et les compétences à proposer à la population. Donc voilà, je tenais à vous en faire part en marge de ce PLFSS, mais que les sénateurs et sénatrices puissent prendre connaissance en fait, de l'état d'avancement aussi du travail ordinal sur le fait qu'on souhaite vraiment en fait, offrir aussi qualité, sécurité et compétences étendues à une population où les soins sont en constante augmentation. Merci de votre écoute. Merci pour votre intervention. Vous avez bien compris que dans mes propos d'introduction, j'évoquais vos réactions au PLFSS, mais également de vos actualités, parce que pour certaines, on voit bien, comme vous l'avez dit, que le PLFSS serait quand même un exercice extrêmement budgétaire resserré cette année. Et donc, forcément, il n'ouvre pas beaucoup d'opportunités sur des sujets d'organisation ou de reconnaissance. Je vous avais évoqué les uns les autres les articles 40 ou 45 qui avaient été prononcés à l'Assemblée nationale. Le Sénat a la même mécanique, voire même, on est parfois même souvent plus rigoureux encore que l'Assemblée nationale. Donc, ayez bien en tête que dans vos démarches que vous allez faire auprès de nos collègues, comme vous le faites tous les ans, l'article 40 est assez strict, c'est-à-dire que
que c'est création d'une dépense, et même si on a des gains de façon indirecte, ça ne fonctionne pas. Donc c'est vraiment le premier point. L'article 45 est très clair aussi, c'est-à-dire qu'on ne peut aborder un amendement que sur un sujet qui est à l'ordre du jour ou qui est traité par un article. Et donc si ce n'est pas le sujet, malheureusement l'article 45 est amené à être prononcé. Et vous avez aussi l'article 41, c'est pour faire le lien avec l'amendement sur une programmation pluriannuelle, puisque logiquement seul le gouvernement peut se donner une injonction à lui-même, ce qui est un peu étonnant souvent pour une programmation, en tout cas un texte de programmation, ce qui n'est pas le cas des parlementaires. Voilà. Donc je voulais juste faire ce petit rappel, mais c'est surtout pour que vous ayez l'information que lorsque parfois vous avez un retour négatif, ce n'est pas forcément un désaccord des sénateurs ou des intérêts des sénateurs sur telle ou telle position que vous évoquez, c'est souvent notre mécanique budgétaire qui est contrainte habituellement. Mais alors là, cette année, elle est extrêmement contrainte. Voilà. Je donne tout de suite la parole maintenant à notre rapporteur de la branche maladie, Corinne Habert. Merci, Président. Je voudrais tout d'abord excuser la rapporteure générale, Elisabeth Doideau, qui a été obligée de nous quitter, qui vous prie de l'excuser puisqu'elle a un rendez-vous avec le directeur de la direction de la sécurité sociale, directeur général. J'avais prévu une première question, mais je crois que vous y avez déjà répondu sur l'absence de mesures structurantes, sur ce PLFSS resserré, dont on sait bien qu'il génère de la frustration. Je crois que vous avez tous soit vous l'avez affirmé, soit vous avez regretté l'absence de mesures. C'est vrai que nous avons eu par le passé, notamment, je pense à la proposition de loi de Mme Rist 2, ou de M. Valtou, qui abordait la question des accès directs, de l'amélioration de l'accès aux soins. Mais là, c'est vrai que dans ce PLFSS, on reste un petit peu sur notre fin, mais c'est vrai que le gouvernement a eu un temps très court pour présenter ce budget. Donc, je vais vous poser deux questions. Une sur la pertinence des prescriptions, qui est abordée pour le coup à l'article 16, qui étend le champ de la procédure d'accompagnement à la pertinence des prescriptions, qui implique le renseignement par le prescripteur d'un formulaire confirmant que sa prescription respecte les indications ouvrant droit au remboursement ou respecte les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Donc le prescripteur professionnel sera chargé d'exécuter la prescription. Il devra vérifier l'existence du document et en son absence de recueillir l'accord du patient, compte tenu de l'absence de prise en charge derrière. Est-ce que cette extension d'une procédure comme celle-ci vous semble-t-elle souhaitable ? Est-ce qu'au contraire, vous pensez qu'elle va s'avérer lourde ? Moi, ça me faisait penser à l'ancien dispositif des ententes préalables, mais dont on sait bien qu'elle ne pourrait être traitée aujourd'hui par l'assurance maladie. Donc voilà, c'est une autre façon de revenir à la pertinence des prescriptions. Et est-ce que vous pensez clairement que ça va impacter le temps consacré à la prise en charge directe du patient ? Et ensuite, deuxième sujet, le dossier médical partagé a été abordé tout à l'heure. La Cour des comptes, qui dans son rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale pour 2024, constate un nombre important de comptes créés, Mon Espace Santé, qui sont ouverts, l'utilisation, regrette le peu d'utilisation en fait du dossier médical partagé par les patients et les professionnels de santé, en ville comme à l'hôpital. Il nous semble que ça constitue le DMP un outil essentiel de coordination des soins, d'organisation des parcours, d'éviter aussi la redondance des actes. Faut-il davantage le contraindre ? Puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas de sanction si les professionnels de santé ne le remplissent pas. Et sinon, par quels moyens peut-on, selon vous, mieux inciter les professionnels à s'emparer de cet outil ? Et puis, Monsieur le Président, si vous le permettez, par rapport à ce qu'a dit l'Ordre des infirmiers, d'abord, j'alerte parce qu'il y aura peut-être une action au regard des dispositions de l'article 40, etc., sur la généralisation de l'expérimentation de la signature des certificats de décès. Et les retours de terrain sont effectivement très bons, soit de la part des élus, soit de la part même des ARS, et avec l'action des infirmières en EHPAD. Voilà. Donc il y a une vraie plus-value vis-à-vis des établissements et vis-à-vis des familles, évidemment.
Donc ça, c'est un point de vigilance que nous devons avoir. Et puis approuver et appuyer ce que vous avez dit sur l'accompagnement à la pertinence des cotations. Voilà, parce que effectivement, je connais un certain nombre d'infirmiers libéraux qui sont très embêtés par l'assurance maladie sur leurs cotations et ça se chiffre à des sommes considérables. Donc elles apparaissent comme ayant fraudé, parce que c'est ça à un moment donné. Et donc il y a un vrai sujet, enfin, en tout cas j'ai bien noté votre analyse et sur le terrain, voilà, ça nous revient avec un malaise de la part des professionnels de santé qui sont très actifs auprès des patients. Voilà, Monsieur le Président, je vous remercie. Merci. Alors, 3 points. La pertinence de la prescription, le DMP et une question particulière pour l'ordre des infirmiers. On se les répartit. Qui intervient pour la pertinence des prescriptions? Qui veut intervenir? Allez. Merci de vos questions. Donc, il y a plusieurs, mais on peut donner un avis rapide pour enclencher un discours entre nous et bien sûr éveiller vos questions. Sur les éléments que vous amenez sur le sujet propre du PLFSS, on ne va pas faire machine arrière. On ne va pas repartir sur les ententes préalables qui font perdre un temps aux professionnels dément, qui font perdre un temps à l'assurance maladie qui n'est plus en capacité, qui n'est plus du tout en capacité, on l'a vu à travers une question de nos collègues chirurgiens dentistes, de pouvoir répondre sur les éléments essentiels. Il reste des ententes préalables sur l'utilisation de médicaments d'exception qui ont un coût pour la société de particulier. Aujourd'hui, quand je suis dans mon cabinet, j'ai accès à Meli-Pro et je peux prescrire et j'ai un retour immédiat de l'assurance maladie. Sur la plupart, je prends l'exemple des affections longue durée, puisque pour certains, les éléments cardiovasculaires, carcinologiques, diabète, la réponse est automatique. Oui, c'est accordé, le patient doit mettre sa carte à jour dans les 48 heures. La seule problématique, c'est encore l'existence de certains comment je vais dire ça, particularité française, la MGEN qui interdit une dématérialisation, certains régimes qui interdisent ça, mais ça devient epsilon. Pour les ententes préalables des transports, c'est la même chose. On le fait en ligne et c'est instantané pour le médecin traitant. Là où ça pose problème, c'est quand ce sont des pathologies chroniques ou des pathologies beaucoup plus graves, complexes et compliquées, ou quand on est dans un établissement où ce n'est pas le médecin qui le fait à son ordinateur, il faut que ça soit délégué à travers un système administratif. Et c'est là où ça peut prendre une problématique, puisque souvent, on demande aux patients, quand vous sortez, allez voir votre médecin traitant, et celui-ci va vous refaire les bons de transport, les bons de prise en charge, avec l'ensemble des acteurs du parcours de soins. Plutôt que de dire, vous coordonnez, mais on donne à chaque acteur via la messagerie sécurisée, je dois prévenir la pharmacie que vous allez avoir du matériel et il ne peut pas l'anticiper si le patient arrive en disant bonjour, il me faut tout ça pour ce soir. Il a quand même l'ensemble des répartiteurs ou des différentes entreprises qui travaillent avec eux en termes de fourniture. Si on doit prévenir un collègue kiné ou infirmier pour venir dans sa tournée qui est déjà contrainte, avec des patients très lourds, avec des éléments... Bon, voilà. Donc aujourd'hui, amener des ententes préalables, c'est amener de la cacophonie. Ce qu'il faut simplifier, c'est la dématérialisation, sécurisée, c'est la traçabilité dans le dossier médical et dans le DMP, c'est votre deuxième question. La Cour des comptes dit que ça ne marche pas. C'est toujours pareil, quand on n'est ni croyant ni pratiquant, c'est compliqué, et encore moins sachant. Mais quand on le fait au quotidien, ça marche très bien. Moi, quand j'ouvre mon logiciel, je ne donnerai pas le nom, je clique directement sur le DMP, l'accès est en 2 clics. Et aujourd'hui, ça marche quasiment instantanément. Quand j'implémente mes ordonnances, mes lettres de correspondance, ou que sais-je, ça marche de suite. La problématique, c'est est-ce que les autres ordres, les autres professionnels, ont-ils accès au DMP avec leur logiciel? Voilà. Et la problématique, c'est que je pense, mais ils vont s'exprimer, je pense qu'ils ne sont pas là, puisqu'on vient juste de finir
Et d'ailleurs, vous le savez, on a apporté une question de priorité constitutionnelle sur un décret qui est sorti sur l'habilitation de quels professionnels pouvaient avoir accès au DMP. Et ça nous pose problème quand on voit que certains de nos confrères ici à la table n'ont pas certains accès autorisés, mais qu'on autoriserait très bien du personnel administratif, d'établissement social, médico-social ou de la coordination. Moi, j'ai l'impression quand même que ce qui se passe dans mon dossier médical, ben, j'ai envie de le partager avec des gens en qui j'ai confiance, tous les professionnels que je vais prendre dans mon parcours. Voilà. Et donc, il ne faut pas aller trop vite. Mais je pense qu'aujourd'hui, le dispositif, qui est un dispositif d'une puissance remarquable, je n'ai pas été tendre depuis 6 ans avec l'ANS et tous les autres partenaires, la DNS, voilà. Je n'ai pas été tendre, je ne le suis toujours pas, puisque j'ai porté recours au Conseil d'État. Mais je dois dire que pour le patient et pour les professionnels entre eux, c'est une qualité, c'est une sécurité. Et là, on voit la possibilité d'aller voir le dernier bilan biologique et de ne pas represcrire. Alors, ce qui ne se fait jamais, malheureusement, dans les établissements, puisqu'eux ne croient que ce qui se fait chez eux. Mais en ville, on n'a pas cette problématique-là. Voilà. Donc, je pense que tout ça, c'est un chaînon. On attend bien sûr maintenant la prescription dématérialisée pour que le pharmacien qui soit référent puisse obtenir, là aussi, quand il le souhaite, immédiatement, la prescription pharmaceutique dans un délai instantané et avec un outil qui sera là aussi adapté aux 2 professionnels qui sont. Donc moi, je pense que revenir sur les ententes préalables, c'est alourdir tout le monde et c'est faire un flicage. C'est un flicage, voilà. Je pense qu'il faut faire confiance. Je pense que ce que j'entends sur une normalisation dans la nomenclature ou les CCM, ça paraît cohérent aujourd'hui, parce que sinon ça part dans tous les sens. Et c'est un élément d'évolution du référentiel métier. Voilà, le médecin, on peut en parler, c'est une évolution, ça permet l'évolution de la qualité du référentiel métier, ce qui n'était pas le cas jusqu'à longtemps. Certificat de décès. Moi, j'ai l'habitude de dire que le décès, ce n'est pas un soin. Voilà, c'est pas ça, c'est pas fait pour ça. C'est une proximité, à un moment particulier, notamment avec les familles, quand il y en a encore. C'est une pression de l'état civil, parce que sinon on ne peut pas enclencher ce qui est la fin d'un chemin, mais je ne vois pas pourquoi les infirmiers et les collègues infirmiers ne seraient pas au rendez-vous. Très bien, oui, allez-y. Oui, pour compléter les propos de l'Ordre des médecins, pour aller dans son sens. Je comprends tout à fait l'utilité, hein, Madame la rapporteure, puisqu'il y a un impact effectivement sur les finances de l'assurance maladie. Par contre, le fait de remplir encore un formulaire, c'est d'une lourdeur administrative, c'est pas possible. Alors, si c'est chaîné dans les logiciels de prescription, s'il chaîne, il va taper le nom de son médicament ou de son acte de biologie, tout de suite, hop, je clique sur la petite croix pour dire oui, ça respecte bien, etc., etc. Oui, à ce moment-là, d'accord. Parce qu'en pratique, qu'est-ce qui se passe? Les patients arrivent, je reparle du médicament, ils ont oublié ce formulaire qu'ils n'ont pas. On le voit très très bien avec certaines prescriptions de médicaments, il faut l'accord du patient et l'information du médecin, ils ne l'ont jamais, ou ça n'a pas été fait, etc., etc. Oui, si c'est chaîné, etc. Et ça refait un lien avec votre deuxième question sur le DMP. Si les logiciels sont adaptés, si ça se fait de façon fluide, sans prendre du temps pour le prescripteur, sans prendre du temps pour le dispensateur, quel qu'il soit, ou l'infirmier, etc., à ce moment-là, voilà, le DMP sera utilisé. Alors, il y a eu cette vague Ségur, hein, avec normalement les logiciels maintenant qui sont certifiés. Il va y avoir cette prescription obligatoire, e-prescription, cette prescription électronique qui devrait se mettre normalement en place à la fin de l'année, hein, de façon obligatoire. Voilà, ça marche bien. Encore est-il, il faut que tout le monde l'utilise. Et à ce moment-là, dans ces conditions, oui, mais rajouter une feuille, un papier à remplir par le médecin, à ramener par le patient, à ce moment-là que le dispensateur, que ce soit ou l'infirmier ou le kiné pour des soins, envoie à ce moment-là l'assurance maladie, et qui à l'assurance maladie se pose aussi un problème de confidentialité. Enfin bref, tout ça, non, c'est pas très sérieux à notre époque. Très bien. Qui souhaite réagir par rapport aux propos de... Oui, madame. Alors, merci, madame, pour
votre point de vue sur le rôle des infirmiers dans l'établissement des certificats de décès. Les infirmiers, effectivement, qu'ils soient salariés ou libéraux, se sont engagés, hein, et notamment, effectivement, les salariés des EHPAD, hein, puisqu'on a quasiment, alors un tout petit peu moins encore de salariés, mais c'est presque une proportion de 50-50 entre les libéraux et les salariés qui sont engagés. Moi, nous souhaitons effectivement que ça soit prévu parce que l'expérimentation va se terminer au mois d'avril. Et nous sommes d'ailleurs inquiets parce que actuellement, nous n'avons que 50% des infirmiers volontaires qui sont formés. C'est-à-dire que les dispositifs de formation qui étaient à la charge jusqu'à présent des ARS ne fonctionnent pas suffisamment vite et rapidement pour former tous les infirmiers volontaires. Donc nous avons une vraie problématique sur la formation avec des infirmiers qui certains attendent depuis 2 ou 3 mois d'avoir une place en formation pour pouvoir effectivement faire les choses. Et même certaines ARS qui avaient contractualisé au départ jusqu'en décembre avec les organismes qui leur permettent de développer les formations et qui nous disent donc que les formations vont s'arrêter fin décembre, donc, alors que l'expérimentation dure jusqu'en avril. Donc là, on a les professionnels qui sont volontaires, les professionnels qui veulent se former, mais on a des difficultés quand même dans la réalisation pratico-pratique du dispositif. Pour ce qui est de l'appui à la cotation, oui, pour nous, c'est important que ces logiciels et que la manière dont les professionnels doivent coter, c'est vrai qu'ils sont déjà très touchés et impactés. Hein. Une infirmière qui reçoit ses indus alors qu'elle pense faire son travail correctement et honnêtement, ça a vraiment un impact extrêmement négatif sur la population. Et pour nous, c'est vraiment... nous ne sommes pas impliqués dans la négociation de la Convention en tant qu'ordre, mais l'honorabilité de notre profession, si nous sommes impliqués. Pour répondre à votre question sur le DMP, pour l'instant, nous attendons. On a commencé à avoir les premiers contacts avec l'ANS, puisque les travaux sur l'interopérabilité des logiciels des infirmiers avec le DMP n'est pas encore démarré. Hein. Donc, les retours que j'ai, les travaux ont déjà identifié les différents documents et de traçabilité. Et je crois qu'il y en a à peu près une petite dizaine que les infirmiers pourront produire dans le DMP pour tracer leurs pratiques et leurs interventions. Et ça va se développer, je pense, sur l'année 2025. Donc, je pense que ça augmentera aussi de façon significative l'utilisation du DMP par le rôle des infirmiers dans la traçabilité également. Très bien. Monsieur Brouard, je crois. Oui, écoutez, pour compléter ce qui vient d'être dit, concernant le DMP, effectivement, on a pris un retard conséquent concernant les échanges entre l'ANS et les professions de santé pour la mise en place en fait, de l'interopérabilité, à savoir les couloirs numériques entre certaines professions et donc le DMP. Alors, je sais que ça fonctionne bien pour les médecins, donc on a bon espoir que pour les autres professions, on puisse... oui, merci. J'espère. Parce qu'en 2 clics, ça serait l'idéal. Pour l'instant, on en est très loin. On devait être concerté même concernant le contenu que pouvait alimenter un pédicure podologue au DMP. L'idée aussi pour nous, elle était pertinente à structurer en fait la donnée de santé et à pouvoir à terme aussi compiler ces datas avec une forme de pertinence, une structuration de la donnée. Ce qui m'a été répondu, parce qu'on a réussi à rencontrer quelqu'un il y a 10 jours, c'est qu'en fait, il pensait que ça allait être un frein auprès des professionnels de santé d'avoir trop de cases à remplir. Donc finalement, ça allait être un champ libre où chacun allait pouvoir raconter l'histoire du patient sur un champ qui nous paraît, à notre sens, pas complètement pertinent et que ça nécessiterait en tout cas d'avoir une partie structurée dans le recueil des données. Donc on est dans l'attente. Les derniers travaux d'initiation de ce couloir numérique datent de début 2023. On va bientôt arriver à 2 ans. Concernant la prescription électronique, donc le pédicure podologue est amené aussi à prescrire certains pansements antiseptiques et autres. La réponse a été de dire que la prescription électronique n'était pas pertinente pour notre profession. Donc on attend
le bon moment de cette pertinence pour pouvoir aussi pleinement associer l'ensemble des pédicures podologues dans l'utilisation de ces usages numériques, sachant que la profession est dans l'attente et pleinement consciente de l'intérêt de pouvoir porter les données dans le DMP de chaque patient. Ça a été d'ailleurs une demande qui a été initiée par l'Ordre au moment de la loi RIST, où avait été ajoutée dans un des dispositions concernant la prescription des soins diabétiques que les informations puissent être déposées dans le DMP. Donc nous concernant, c'est dans la loi. Mais voilà, d'un point de vue pratique, on est dans l'attente. Merci beaucoup. Oui, madame. Juste préciser un élément concernant le DMP, je souscris à ce qui a été dit préalablement. Le Conseil de l'Ordre des sages-femmes a attiré la vigilance de l'ANS sur le fait que les mineurs qui ont une prescription de contraception ne peuvent pas la masquer au niveau des parents. Donc c'est un niveau de vigilance à avoir parce que nous les avons alertés à plusieurs reprises et pour autant, cette faille persiste. Très bien. Merci beaucoup. Alors, je vais ouvrir le débat avec nos collègues sénateurs. Je vais commencer par Émilienne Poumirol. Donc, on prend 4 interventions et de nouveau, en fonction de vos souhaits de réponse. Émilienne Poumirol. Oui, merci, Monsieur le Président. 2 questions. Une qui n'a pas vraiment de trait, peut-être, au PLFSS, mais comme nous aurons la chance d'avoir Stéphane Oustric, je vais lui demander, n'est-ce pas, où on en est sur le plan pratique de la 4e année de médecine générale et donc du stage qui doit être effectué normalement à partir de novembre 2026, ça devrait être opérationnel. On a posé la question sur les auditions précédentes et il semble qu'il y ait un blocage. Alors je ne sais si c'est un blocage quant à la rémunération des médecins juniors ou un problème dans l'organisation pratique. Tu m'avais parlé du fait que ce soit l'enseignant de médecine générale de la région qui fasse la répartition dans les différents départements. Je voudrais savoir où on en est parce que ça n'est pas l'alpha et l'oméga, certainement pas de l'accès aux soins, mais c'est quand même un élément important, tu l'as rappelé, c'est 40 médecins par département grosso modo, et donc c'est important. Ma deuxième question porte sur la financiarisation. Vous avez évoqué l'excellent rapport du Sénat, et là ça porte sur le PLFSS. Qu'est-ce que vous pensez au niveau de l'ordre des médecins de l'augmentation du ticket modérateur? On a entendu le syndicat MG France, on a entendu les syndicats d'étudiants, et donc j'aimerais bien avoir l'avis de l'ordre, puisque effectivement pour nous, faire porter par des mutuelles dont la cotisation est fonction de l'âge et non pas des moyens, mais fonction de l'âge et donc est discriminante, bien sûr pour les personnes âgées, nous paraît effectivement un glissement vers une financiarisation que l'on ne souhaite pas. Mais je voulais juste parler 2 secondes de l'interopérabilité, mais vous en avez parlé, donc c'est vrai que ça paraît aberrant qu'il n'y ait pas quand même, en particulier avec les hôpitaux, qu'il n'y ait pas une interopérabilité. Voilà, mais je ne comprends rien à l'informatique, donc je n'irai pas dans les détails. Merci bien. Qualifié. Merci, Monsieur le Président. Moi, j'ai des questions assez concises, si je peux, en tout cas. Vous avez parlé de 4000 généralistes qui vont arriver d'ici 2026. C'est une excellente chose. Quelle est votre politique concernant l'encouragement des collègues médecins généralistes pour être maîtres de stage? Ça, c'est ma première question. La deuxième, pour l'ordre des pharmaciens. Certaines facultés de pharmacie souffrent du peu d'attractivité du métier. Quels sont, selon vous, les freins aux études pour devenir pharmacien? La troisième, qui regroupe les dentistes et les sages-femmes, si je peux me permettre, c'est concernant les personnes les plus démunies ou les handicapés ou les gens en EHPAD. On sait que les médecins peuvent relativement facilement leur rendre visite, mais dans votre métier, c'est un peu plus compliqué. Comment vous voyez cette politique d'aller vers, aussi bien pour le dépistage pour ce qui concerne les sages-femmes, que pour les dépistages et soins pour les chirurgiens dentistes, et en particulier pour ce que je peux appeler les camions équipés, Monsieur le Président, de l'ordre dentaire.
Et enfin, pour les infirmières, vous avez évoqué des problèmes démographiques. Or, les régions, et je pense que c'est le cas dans toute la France, font le maximum pour garder des instituts de formation et adapter le nombre d'étudiants. Quel est votre regard concernant le Parcoursup qui a été mis souvent en avant pour le choix de ce métier par les élèves? Merci. Merci beaucoup. Alors là, oui, on sort du cadre du PLFSS, là, hein, très largement. Donc, Florence Lasserade, qui préside le groupe d'études sur le cancer. Merci à tous. Je ne vais pas poser de questions sur le cancer. Je vais simplement dire à propos de ce qu'a dit Madame la Présidente de l'Ordre des sages-femmes qu'on est dans le pays au 22e rang en mortalité infantile. On est également au 22e rang en nombre de pédiatres français. Donc je m'adresse au vice-président de l'Ordre des médecins. Qu'en est-il, c'est hors sujet aussi, hein, qu'en est-il de l'exercice partagé? Parce que finalement, il y a beaucoup de pédiatres libéraux qui font aussi de l'hospitalier et cet exercice en maternité est indispensable au fonctionnement de maternité. Et je sais que la difficulté pour certains est d'arriver à avoir un exercice partagé. Une question pour l'Ordre des pharmaciens. La pratique des TROD, des tests d'orientation de diagnostic rapide, en particulier dans l'angine, que moi, en tant que pédiatre, bien sûr, j'ai pratiqué en évitant beaucoup de traitements antibiotiques. Est-ce que vous constatez la même chose? Est-ce que vous évitez, ces traitements? Et est-ce que ça a pu être chiffré par l'assurance maladie? Est-ce que c'est générateur d'économie? Est-ce que c'est générateur d'économie? Enfin, sur les logiciels, le problème du DMP, est-ce que ce n'est pas finalement l'hétérogénéité des logiciels? Ceux qui sont utilisés en libéral sont d'assez bonne qualité. Enfin, je partageais avec les dentistes, Axilog. Enfin bon, c'était un très bon outil en particulier qui limitait les prescriptions médicamenteuses et les erreurs de prescription médicamenteuse. C'est un peu mon dada en ce moment. Est-ce qu'il n'y a pas un gros problème sur les logiciels hospitaliers et le manque d'interopérabilité? Je vais pas être plus longue. Merci beaucoup, Laurence Muller-Braun. Alors, il faut noter, hein, vous savez, parce que... Merci, Monsieur le Président. Alors, ma question s'adresse aussi à Monsieur Oestrich du Conseil national de l'Ordre des médecins. Au mois de septembre 2024, au mois de septembre dernier, la Société européenne de cardiologie a annoncé de nouvelles mesures de la tension artérielle qui baissent les seuils communément admis jusqu'ici. Ce qui était une tension artérielle normale avant cette annonce, c'est-à-dire 12,7 voire 13,7, est aujourd'hui considéré comme élevé. Les sociétés savantes anglo-saxonnes, comme l'American Heart, sont à l'origine de ces nouvelles recommandations qui auront pour conséquence d'augmenter le nombre de malades qui signeraient jusqu'alors, avec une croissance, bien sûr, des prescriptions de traitements hypotenseurs. En tant que représentant de l'Ordre des médecins en France et connaissant les impératifs d'économie à faire, qu'en pensez-vous? Merci. Très bien. Et donc, c'est très ouvert. Hein. Très bien. Et on va terminer par Anne Suris, d'accord? Voilà. Alors, par contre, si en partant, vous me dites j'ai oublié une question sur le PLFSS. Allez, Anne, c'est à vous. Merci beaucoup. Alors, mes questions, elles s'adressent à vous tous. Il y a plusieurs questions. La première, c'est déjà, je vais parler de l'UPLFSS exceptionnellement. Donc, bon, ça vous a pas échappé que le HCFP décrivait la trajectoire de l'ONDAM comme très optimiste. Et j'aurais juste voulu savoir, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Notamment à l'Ordre des médecins, c'est assez large, mais quand même, j'aimerais avoir votre avis sur cette question-là. La question qui était sur les consultations et donc l'augmentation de la part de la consultation et la diminution de la part de la sécurité sociale sur le remboursement sur la consultation.
qu'est-ce que vous en pensez? Là, c'est surtout évidemment à l'Ordre des médecins que je m'adresse. Votre avis sur la question de l'intérêt d'étendre les dispositifs de passerelle entre les différentes études de santé. Là, en particulier, je m'adresse évidemment aux infirmières, à tous aussi le paramédical, parce qu'en fait, je pense que ces passerelles en France ont été très peu développées, en tout cas. Et c'est plus vrai maintenant. Alors ça dépasse le PLFSS, mais je le pose quand même ma petite question, parce que je profite de vous. Sur la question des ALD, et l'importance du maintien sur la question d'avoir moins de remboursement des ALD, en particulier, avec plein de systèmes pour moins rembourser les ALD sur ce qui n'est pas directement lié, ou même quand c'est directement lié avec des plafonds. Qu'est-ce que vous pensez de cette question-là en termes de soins? Ça m'intéresse, évidemment, c'est beaucoup aux médecins. Et la dernière question que je voudrais vous poser, c'est la terme de la prévention, qui est, donc vous l'avez tous un peu évoqué, surtout de ce côté-là. Et je voulais savoir, est-ce que, en termes de prévention, en plus de la question, j'ai bien entendu, de l'activité physique adaptée, qui est évidemment centrale, qu'est-ce qu'il vous semble manquer? Pas mal de choses, mais en tout cas, qu'est-ce qui vous semble manquer? Merci. Très bien. Alors, nous avons terminé avec les questions. Globalement, il nous reste une demi-heure. Voilà, donc vous avez chacun divisé par 7. Voilà, vous avez le temps, à peu près 4-5 minutes. Ça va? 3-4 minutes. J'ai 14 items. Et sans prise de tension. J'ai 14 voilà. items. Alors après, vous pouvez faire une synthèse. Il y a quelques questions quand même qui sont un peu redondantes, avec des appellations différentes. Très bien. On y va. On commence le tour de table. Chère Emilienne, 4e année majeure, c'était une discrimination. Enfin, il faut qu'on se le dise, l'organisation aujourd'hui de la démographie médicale, elle a été, dans sa pénurie, organisée par les choix politiques. Moi, j'ai un numerus clausus à 3600. Quand j'ai été médecin, nous étions 60 reçus sur 1200 dans l'amphi. Il fallait se battre pour venir là. Quand on dit que c'est difficile aujourd'hui, on a oublié ce que l'on a connu certains d'entre nous. Donc, c'était pas simple. Aujourd'hui, ils sont 20%. La 4e année, c'était la réforme 3e cycle. La dernière année se fait obligatoirement 1 an. Ça a été possible en grande partie grâce à vous, les sénateurs. Puisque la volonté, c'était de dire on continue à pas aller au bout de la formation des généralistes parce qu'on n'en a pas besoin. Et comme ça, c'est la cacophonie. Et comme ça, les patients, ils n'ont pas d'accès aux soins. Et on va tout déréguler et faire dysfonctionner. Toutes les publications depuis le carré de White en 1961, Barbara Startfield à John Hopkins School, où tous les grands acteurs de la santé publique ont admis que le premier recours, le primary care, était essentiel à l'efficience du système. Donc un jour, je vous expliquerai ce qu'est le carré de White, et il a été repris d'ailleurs récemment par des jeunes chercheurs de médecine générale, le carré de la porte. À l'arrivée, qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Mais moi, je me félicite qu'en fait, qu'on ait eu autant de ministres en aussi peu de temps, parce que comme ça, ils n'ont pas pu prendre les mauvaises décisions. Donc ça m'arrange. Donc du coup, en 2023, la première promotion est rentrée. En 2024, la deuxième promotion est rentrée. Et donc, ils sont totalement dans la nouvelle formation. Ils vont sortir en 2026. J'avais pris l'exemple à la demande donc, de Catherine de Roche, prédécesseur que j'ai salué, même si elle est au Vietnam, et qui m'avait fait venir pour voir le président Rotaillot. Et je lui avais expliqué très simplement, et vous allez comprendre, vous, mesdames et messieurs les sénateurs, parce que vous êtes en prise avec la réalité, ce qui manque peut-être à l'Assemblée nationale de nos jours. J'ai dit au président Retailleau, vous avez combien de départements administratifs dans votre région? 5. Vous avez combien de facultés? 2. Vous avez combien d'internes tous les ans? 110 dans chaque faculté, ça fait 220. Quand je divise par 5, vous aurez 44 docteurs juniors dans chaque département. Il y avait eu une seule question. Qui bloque? Ben voilà, qui bloque? Bon, alors maintenant, on les a enlevés, les bloqueurs. Voilà, ils ne sont plus là. Mais c'était un phénomène. Il ne faut pas en vouloir, moi, j'en veux à personne. C'est l'élément des ordonnances de Debré 58, l'hospitalocentrisme. Si vous n'êtes pas CHRU, point d'activité, point de soins. Donc, c'est ça la règle. Aujourd'hui, vous allez avoir donc, dans tous les lieux, dans tous les départements, les 100... des docteurs juniors qui vont arriver à partir de 2026. Et là, donc, il y en a aujourd'hui 40% de la totalité. Ça fait 3006,
3008, bientôt 4000, mais on va monter jusqu'à 12 000. Donc 40%, vous voyez, de 12 000, ça fera quasiment 5 000. Vous allez avoir cette irruption. Donc il faut faire très attention parce que la démographie terrible que l'on connaît actuellement est terrible pour les quelques années qui arrivent. En fait, dans 5-6 ans, ça va être le boomerang. On va avoir un retour en force des médecins de premier recours. Voilà, ce qui n'est pas tout à fait le cas de nos collègues spécialistes, ce qui, moi, me pose d'énormes problèmes. Voilà. Donc, de ce côté-là, c'est réglé. Ce qui reste à régler aujourd'hui, c'est le statut. La 4e année, elle est professionnalisante. Alors là, on s'affronte, et on peut le dire, nous, nos préconisations sont très claires, mais on s'affronte avec, une fois de plus, l'hospitalocentrisme qui pense que de rester médecin généraliste sur un territoire en secteur 1, c'est pas bien, puisque aujourd'hui, les postes de docteur junior des autres spécialités leur permettent d'avoir un secteur 2. Vous voyez que mon discours ordinal, pour une fois, est un peu engagé. Voilà. C'est-à-dire que moi, je veux que l'accès aux soins soit garanti sur le territoire à toute personne, quel que soit son état, son statut ou ses problématiques. Voilà. Nous, on a fait valoir que la formation serait professionnalisation. Ils percevraient les honoraires normaux de tout médecin avec un système, je ne vais pas rentrer dans les détails, de rétrocession, ce qui ne change pas énormément l'élément financier, mais qui professionnalise le futur confrère. Il choisit le lieu où il veut aller. Et ensuite, en plus, il commence à participer financièrement au régime spécifique des professionnels médicaux. Donc, il commence à cotiser pour sa retraite. On pense que c'est vertueux, et on pense que c'est vertueux de rester en secteur 1. Voilà. Mais on nous dit qu'en fait, on veut amener tout le monde dans le secteur 2, ce que je ne comprends pas. La médecine générale, à part quelques rares poches, elle est à 99% secteur 1, accessible à tous. Bon, voilà. Donc là, j'ai fait vite. Pour les maîtres de stage, monsieur le sénateur, c'est très clair. Aucune profession médicale peut revendiquer à ce jour 13 890 généralistes de médecine générale sur les 52 000 donc, qui sont donnés par l'assurance maladie dans le dernier bilan qui a eu lieu à l'occasion du champ conventionnel, c'est-à-dire 25% de la totalité des médecins généralistes de famille sont maîtres de stage. Je vous mets au défi de trouver autant de professionnels intégrés dans un compagnonnage de qualité pour former les futurs. Donc, la nation est prête. La nation est prête. Là où c'est problématique, mais on a une carte qui est montée par l'ARS. Je vous donnerai le lien, je l'ai demandé. Vous pourrez le vérifier donc, avec le président. Vous verrez où ils sont étiquetés par l'ARS. Et toutes les ARS. Donc on ne peut pas dire que c'est un quelconque élément particulier. Donc vous verrez leur disposition, leur géolocalisation en France. Maintenant, voilà, il ne manque plus que ça se mette en place. Ça devait être en novembre 2020, ça sera en novembre 2026. Voilà, on a perdu 6 années. Je trouve que c'est terrible pour une République. On continue ? On va continuer très rapidement. Je vais prendre sur trois petits points. Pour les études de pharmacie, sur la première question, monsieur le sénateur, effectivement, il y a 2 ans, il y avait 1000 places vacantes dans les études de pharmacie. Maintenant, cette année, il y en a à peu près 250. Vous voyez qu'on a bien réduit le nombre. Alors pourquoi? C'est parce qu'avec la réforme des études de pharmacie, avec ces études communes entre médecine, maïeutique, dentaire et pharmacie, avec ce concours commun, il y a une baisse de visibilité des études de pharmacie. Et donc, effectivement, beaucoup de jeunes qui ont été déboutés dès le premier semestre, effectivement, ont été réorientés vers une autre filière et ont abandonné toutes les études de médecine, de pharmacie et autres. Voilà. Donc ça, c'est une des raisons. Et surtout, c'est ce manque de visibilité. Et c'est pour ça que l'Ordre a été à l'origine d'une campagne de communication. C'est Pharmacie, le moins connu des métiers connus. Je vous encourage à aller voir ça. C'est disponible sur tous les réseaux sociaux, etc., pour interpeller les jeunes, pour dire la variété maintenant des métiers de pharmacien, c'est pas seulement l'officine, mais c'est l'hôpital, c'est la répartition, c'est la biologie médicale, c'est l'hôpital, etc., etc. Donc ça s'arrange, mais effectivement, il y a un gros souci, c'est cette réforme des études et ce manque de visibilité dans le parcours Parcoursup.
En ce qui concerne les TROD, je ne sais plus qui c'est qui me l'avait posé, c'est vous, voilà. Oui, effectivement, ça permet... Alors, je n'ai pas les chiffres, je suis vraiment désolé, c'est l'assurance maladie qui les a. On cote différemment si c'est un TROD négatif ou un TROD positif, par exemple, pour l'angine, avec dispensation d'antibiotiques. Donc ça, on le voit. Et maintenant, on voit énormément des confrères du professeur Austric qui prescrivent délivrance de l'antibiotique si le TROD est positif. On fait gagner du temps aux médecins, parce que franchement, l'intérêt d'aller mettre ce petit bâtonnet dans la gorge, bon, on prend du temps, il faut attendre 5 minutes pour la lecture, voilà. Donc voilà. Il y a des limitations pour les jeunes enfants notamment, hein, qui sont réservées encore au prélèvement au niveau des médecins. Mais oui, moi, dans mon exercice personnel, je vois effectivement beaucoup de non-délivrance d'antibiotiques en termes déjà de santé publique et en termes d'économie. Ça, c'est une évidence. Il faudrait vous renseigner auprès de l'assurance maladie. Je pense qu'il doit y avoir les chiffres à ce niveau-là. Et enfin, dernière question sur laquelle je voulais répondre, sur la prévention. Qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui peut manquer en prévention? Alors, il y a déjà des textes qui sont sortis et je reprends la loi de financement de sécurité sociale 2022 qui avait mis en place dans son article 66 une dispensation des substituts nicotiniques par le pharmacien. Et ben, on est toujours en attente des textes. Donc, vous voyez, ça, c'est une action de prévention qui n'est toujours pas mise en place. Il peut y avoir d'autres dépistages, hein. On a parlé des TROD, et là je parle bien de TROD d'orientation diagnostique, il ne s'agit pas de diagnostic qui peuvent se faire sur plein d'autres choses, hein. Sur le cholestérol, sur d'autres pathologies, sur l'insuffisance rénale, il y a plein de tests comme ça qui pourraient se mettre en place pour permettre à un patient de rentrer dans le système de soins et permettre de l'orienter vers le médecin qui reste bien sûr le coordinateur du social et puis du médical. Donc oui, effectivement, il y a ça qui manque aussi. Et puis ce dont je vous avais évoqué lors de mon propos liminaire, c'est pourquoi pas dans la contraception chez les femmes, pouvoir permettre aux pharmaciens d'instaurer une contraception progestative en première intention, ou le renouvellement, quelqu'un va commencer, suite à une prescription d'une sage-femme ou d'un médecin, une contraception, va l'arrêter pour X ou Y raison, pendant 3 mois, 6 mois, et pour recommencer, si elle ne peut pas avoir un rendez-vous rapidement, on pourrait reprendre la dernière prescription. Voilà, ça c'est des choses qui pourraient se faire aussi en termes de prévention. Très rapide. C'est parfait. Madame Je vais essayer d'être aussi rapide. Le ticket modérateur. La première chose, c'est que tous les Français ne bénéficient pas d'une mutuelle. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il est quand même très frustrant de voir les mutuelles rembourser de plus en plus de pratiques non conventionnelles en santé, non fondées sur la science, aux dépens des preuves scientifiques. Ça, c'est pour le ticket modérateur. Ensuite, juste pour dire à l'ordre des médecins, je vous invite sur statut maître de stage universitaire. La loi Chapelier l'a consacré en janvier 2023. Ce n'a pas été suivi de décret d'application. Donc pour l'instant, le statut de maître de stage n'existe pas pour les sages-femmes. Pour autant, il est pensé dans le dispositif législatif. Pour les données périnatales et effectivement l'exercice mixte, ça fait écho. Alors vous dites, nous manquons de pédiatres, mais nous manquons de gynécologues obstétriciens, nous manquons d'anesthésistes, nous manquons aussi de sages-femmes. Et la difficulté d'exercice mixte, libéral et hospitalier, est aussi une problématique du fait des dispositions statutaires des sages-femmes. Ensuite, vous avez posé la question des personnes les plus démunies. Je crois qu'il y a déjà une approche qui est par le ticket modérateur. Concernant les personnes en situation de handicap, nous avons un modèle remarquable du Aller Vert. C'est le dispositif Handigynéco. Ce dispositif, nous appelons à sa généralisation parce qu'il vient accompagner les femmes en situation de handicap qui sont dans les établissements médico-sociaux, qui ne peuvent pas justement se déplacer vers une structure hospitalière ou vers un professionnel de santé libéral. Et ce dispositif, il permet d'accompagner les femmes sur le champ de l'éducation à la vie affective, dans la lutte contre les violences intrafamiliales et sur la gynécologie de prévention. Un mot sur le dispositif passerelle. Vous avez évoqué l'optimisation du dispositif passerelle. Ça vaudrait si parmi nos professions de santé, il y avait une profession qui soit pléthorique en termes démographiques. Nous sommes tous en tension. Donc penser le dispositif passerelle d'une profession de santé vers une autre va forcément majorer la pénurie de la situation dans laquelle nous sommes. Et enfin, pour aborder la prévention, et surtout qu'est-ce qui manque dans le domaine de la prévention, eh bien, il manque l'éducation. Et notamment l'éducation à la vie affective et sexuelle. Cause nationale, la lutte contre les violences intrafamiliales. C'est pour ça que nous militons pour ces 3 consultations, qui ne sont pas les consultations de prévention généralistes, mais qui sont vraiment extrêmement identifiées sur le champ de la vie affective, relationnelle et sexuelle, et qui pourraient être très bénéficiaires pour les hommes et les femmes de notre société. Merci beaucoup. On continue ? Je n'ai pas fini de répondre. Hein, je reviendrai vers vous, vous ferez la conclusion. Ah non, mais j'ai vu que les sénatrices regardaient d'un seul œil. Oui, j'ai remarqué aussi. Allez, on continue, on reviendra vers vous.
Juste un mot sur les personnes démunies et sur les soins en EHPAD ou dans les établissements de santé. Pour les chirurgiens dentistes, sur les personnes démunies, il y a quelques bus qui fonctionnent en effet pour faire du dépistage. Il y a le bus dentaire qui est bien connu sur Paris. Il y en a d'autres ailleurs. Pour les handicapés profonds, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent pas être soignés en cabinet, il existe pas mal de réseaux de santé qui sont en Didan ou par exemple le réseau santé bucco-dentaire handicap Rhône-Alpes que je connais bien puisque c'est ma région, qui vont faire donc du dépistage avec les soins peuvent se faire à différents niveaux parce qu'il y a des cabinets dans certains hôpitaux qui les reçoivent et puis il y a un dépistage qui peut se faire avec un camion remorque qui est équipé et qui vont dans les IME ou les femmes ou même certains EHPAD si vous voulez où ils peuvent faire le dépistage, certains soins. Et il y a même de la radiologie dedans. C'est ce qui peut exister actuellement. Pour les EHPAD, le plus compliqué, c'est qu'on n'a pas de contrat d'exercice pour les libéraux en EHPAD. Ce contrat-là, on l'attend depuis des années. Il est presque au point, je crois qu'il y a un blocage. Autant que je sache, c'est simplement sur le financement d'une formation obligatoire pour les praticiens qui vont en EHPAD tous les ans. Et je souhaite que ça soit débloqué le plus vite possible, mais aujourd'hui, c'est difficile. Merci. Merci beaucoup. On continue le tour de table. Oui, alors, monsieur, sur votre question sur la démographie infirmière et sur le choix du métier et notamment le rôle que pourrait avoir Parcoursup, alors, mon point de vue, c'est déjà le système de formation avec les instituts de formation où malheureusement certains jeunes sont obligés de traverser la France pour aller dans un institut qui les a reçus ou leur rang de sortie par rapport à Parcoursup leur permet d'aller dans tel ou tel autre institut de formation qui n'est pas forcément à proximité du domicile. Ça complique considérablement les choses et ça les complique d'autant plus qu'il n'y a pas de système homogène de financement des études. Les bourses sont différentes selon les régions. Et les étudiants, qui sont souvent des étudiants pour lesquels les études d'infirmière sont un ascenseur social, ont du mal à financer leurs études et on a vraiment des problématiques de pauvreté de nos étudiants en sciences infirmières. La deuxième chose, c'est le choix du métier. Vous avez parlé du choix du métier, c'est l'attractivité. C'est-à-dire les études sont difficiles, on a beaucoup d'abandon en deuxième et en troisième année parce que le cursus est lourd. Le nombre d'heures, le nombre de stages à réaliser et les difficultés financières à vivre pendant ces études sont un facteur, à mon sens. Il y a des études notamment qui montrent que la santé mentale des étudiants en sciences infirmières, il y a des difficultés également. Donc moi, je ne remets pas en cause forcément Parcoursup. On peut peut-être l'améliorer en termes de, je dirais, de programmation, entre guillemets, des algorithmes, etc. Mais en tout cas, c'est quand même encore, notre profession est encore dans celles qui sont les plus choisies par les étudiants dans le système de Parcoursup. Sur la question des passerelles, je ferai un peu la même réponse que ma collègue. La problématique actuelle pour nous, c'est plutôt la problématique de l'universitarisation de notre profession. C'est-à-dire, actuellement, il y a des IFSI qui, normalement, devraient, pour la prochaine rentrée, rentrer en lien avec l'université. Il n'y a pas de contractualisation. Certaines universités ne veulent pas signer la contrat tripartite avec les régions. Certaines régions ne veulent pas non plus signer. Enfin bref, pour l'instant, il y a d'énormes difficultés à mettre en place la véritable universitarisation de notre formation en sciences infirmières. Donc, on n'en est pas encore à la question des passerelles parce qu'il faudrait déjà qu'on ait une véritable universitarisation structurelle de la formation des infirmières en France, à l'image de ce qui se fait dans les autres pays européens où c'est déjà le cas depuis longtemps. Sans compter la nécessité ensuite,
en dehors du niveau d'entrée dans le métier, c'est-à-dire le métier socle, mais aussi la possibilité d'avoir des vrais départements de recherche en soins infirmières dans les universités, avec la possibilité des masters et ensuite des doctorats. Actuellement, les infirmières françaises qui veulent faire un doctorat sont obligées de partir à l'étranger. Moi, je trouve que ce n'est pas à la hauteur de notre système de santé et de notre système universitaire de ne pas avoir de véritables départements dans toutes les universités françaises, dans toutes les régions, de départements de sciences infirmières, à l'image de ce qui se fait en Irlande, en Espagne, en Italie, en Angleterre. Donc on est à la traîne aussi sur ce sujet. Et puis la dernière question sur qu'est-ce qui se manque pour la prévention, je l'avais abordé, il manque de prendre en compte les capacités et les compétences des infirmières dans ce domaine. Pour la prévention des jeunes, notamment en santé mentale, dans le plan, dans les concertations qui ont été menées par l'assurance maladie sur la santé mentale des jeunes, les infirmières en santé de l'éducation nationale ont été purement oubliées. Il manque du temps aux infirmières, notamment dans les établissements sanitaires, pour pouvoir faire une démarche de prévention auprès des patients dont elles s'occupent. Elles pourraient le faire, mais elles n'en ont pas le temps non plus. Donc, j'ai tout à l'heure dit que vraiment, il y a une nécessité de réinvestir les compétences des infirmières dans le système de prévention à la française. Merci beaucoup. On continue, madame. Oui, pour l'ordre des kinés, donc je vais répondre d'abord sur la prévention. Donc j'insiste sur la prescription, la primo-prescription d'activité physique adaptée. C'est totalement dans le champ de la prévention. Nous avons un amendement qui a été rejeté à l'Assemblée nationale. On compte sur vous pour peut-être le ressortir ici. Vous avez compris mon insistance et nous ne comprenons pas pourquoi on a été oublié de ce dispositif. Pour compléter, les bilans de prévention aux âges clés de la vie, le kinésithérapeute aussi peut prendre une place essentielle. J'ai parlé du statut de kinésithérapeute de santé au travail pour la détection de tous les troubles qui sont liés au travail, aux postures, que ça aille, aux postures, aux postes de travail. Également, on avait les syndicats s'étaient embarqués dans un dispositif qui s'appelait M-Tondo, qui permettait de faire de la détection au niveau des établissements scolaires pour l'apprentissage du port du cartable, pour les gestes et les postures dès la plus jeune enfance. J'ai entendu par chez moi en Occitanie qu'il y avait un dispositif qui pouvait bientôt voir le jour aussi sur certains apprentissages. J'ai entendu parler des problèmes de constipation chez les très jeunes enfants, et les kinésithérapeutes proposent aussi des choses en ce sens, par le biais des URPS, etc. Donc il y a encore des bilans à faire et des bilans de prévention et des sensibilisations vraiment à tous les âges de la vie. Et donc ce fameux bilan de motricité chez les personnes âgées pour essayer de détecter au plus tôt les risques de chute, les risques d'ankylose et tous les risques qui sont liés à la mobilité et donc à la perte d'autonomie. Je crois qu'on n'a pas assez encore travaillé là-dessus et les dispositifs ne sont pas encore suffisamment développés. Voilà pour la partie prévention. On porte par ailleurs une PPL avec toutes les autres organisations de la profession pour insister aussi sur tous ces phénomènes-là qui nous semblent essentiels pour notre profession. Pour les passerelles, on n'a pas de point bloquant sur les passerelles, à condition que ce soit bien sûr dans les deux sens. A priori, j'ai une information qui dirait que une fois que l'étudiant s'est embarqué en PACES, il ne peut pas faire demi-tour et revenir sur des études de kiné. Donc ça, c'est déjà un point bloquant, par exemple. Sinon, pour le reste, on n'a pas d'observation particulière sur ce dispositif qui, à mon avis, même si ça prendrait un peu à Pierre pour déshabiller Paul ou dans le sens que vous voulez, je pense qu'il faut laisser la liberté aux étudiants de se tromper de parcours éventuellement et de pouvoir embrasser d'autres carrières s'ils ont un départ qui était pas le bon. Et je pense qu'en santé, c'est important.
La troisième chose, je reviens sur le DMP puisque Mme Lassarade en avait reparlé, juste pour dire que le ministère de la Santé en 2023 avait mis à disposition via la plateforme ProConnect Santé le moyen d'accéder avant l'interopérabilité définitive pour nous les kinésithérapeutes par exemple, de pouvoir mettre nos prescriptions via cette plateforme et le ministère l'incrémentait après sur les DMP. Donc on avait communiqué, nous, l'ordre des kinés, pour nos kinés. Et je pense que c'est un dispositif qui n'est pas encore assez connu, élargi et qui doit nous permettre effectivement et nous faciliter la communication sur le dossier médical partagé. Merci. Merci beaucoup. Et on termine le tour de table. Merci. Alors, concernant les passerelles, alors effectivement, on a abordé le problème de l'universitarisation que j'ai abordé dans mon propos. On est loin, en fait, d'avoir une structuration pérenne dans le temps, dans le sens où vous avez des instituts de formation aujourd'hui qui ont des statuts privés et qui ont beaucoup de mal à contractualiser avec l'université pour rentrer effectivement dans cette universitarisation pour différentes raisons, souvent des raisons financières, avec des différences de traitement financier entre le privé et l'université, voire même parfois entre l'hospitalier et l'université. Donc il y a eu une mission de lancer la mission Amirati pour essayer de faire une boîte à outils matérielle pour faciliter cette évolution de l'universitarisation. On n'en a pour l'instant pas eu les conclusions, je ne sais pas si on les aura, mais en tout cas il y a un vrai frein en fait de ce transfert de certains enseignements entre la formation actuelle portée par différents acteurs et l'université. Ça pose un vrai souci parce que l'universitarisation concernant notre profession, c'est depuis 2012. On est maintenant sur des expérimentations. Comme je l'ai dit, quand on propose quelque chose de pertinent et de novateur, on nous dit c'est trop fort, trop vite, trop tôt. Donc un vrai souci. Concernant cette possibilité de passerelle, elle est complètement dépendante de l'évolution de cette universitarisation. A contrario, je pense que ça peut avoir un intérêt, cette passerelle, pour donner une forme d'appétence à ces professions de santé. 42 ans dans le soin en tant que professionnel de santé, ça peut paraître long pour certains. On a des abandons de carrière par épuisement professionnel. Et cette possibilité peut-être demain d'avoir plusieurs carrières au sein de l'activité en santé pourrait redonner un petit peu plus d'appétence aussi à certains jeunes qui voudraient se lancer dans la filière. Concernant Parcoursup, on a aujourd'hui en fait des post-bac qui plongent directement au contact de la douleur, de la souffrance, de la mort, avec parfois peut-être aussi une forme de choc et un abandon des carrières face à ce manque de maturité. Ce qui avait été proposé en tout cas par l'ordre des pédicures podologues, c'était une année commune en santé pour acquérir cette maturité, peut-être aussi choisir son appétence pour tel ou tel métier et d'enclencher finalement des études avec cette année SAS pour acquérir cette forme de maturité dans les métiers du soin. Concernant la prévention, qu'est-ce qui manque? Il manque les rééducateurs. Il manque les pédicures podologues, il manque les masseurs kinés, et je vise en particulier le bilan à 65 ans. À 65 ans, l'enjeu va se faire sur le mouvement, la mobilité, la conséquence, la sédentarité, la perte d'autonomie, la rupture du lien social, les pathos chroniques, les pathos neurodégénératives, tous ces facteurs qui ne sont pas en fait maintenus concernant la mobilité aggravent de notre sens, en fait, les pathologies chroniques associées, liées au vieillissement. Il y a le risque de chute, l'aménagement de l'habitat. Aujourd'hui, vous avez encore quelques professionnels qui se projettent au domicile de patients, mais de moins en moins par rapport à cette difficulté aussi de temps disponible. Donc, il y a cette notion aussi d'apprécier l'habitat. Alors, on dit 65 ans, l'âge de la vie, la vieillesse, non, à 65 ans, on n'est pas vieux. Par contre, au niveau de la prévention, au niveau de ces visites de prévention à 65 ans, on a tout à anticiper. Au niveau de son logement, au niveau du risque de chute, au niveau de sa sédentarité et au niveau de la désociabilisation.
Voilà. Donc, au niveau du mouvement, les rééducateurs auraient toute leur place à intervenir, que ce soit les pédicures podologues, et je pense, je ne vais pas m'avancer pour eux, mais ils l'ont évoqué dans leurs propos, les masseurs kinésithérapeutes. Merci beaucoup. Je redonne la parole au professeur Oustrik, parce que je crois que vous aviez oublié une réponse à nos collègues sénatrices. J'ai eu un regard en coin assez violent, je dois dire. Non, vous avez posé des questions. Le risque cardiovasculaire, c'est un gros problème. C'est un gros problème parce qu'on se trouve confronté uniquement à des sociétés savantes qui souvent sont déconnectées de certaines réalités parce qu'ils utilisent des données de patients ou qui ne sont pas dans le profil caucasien européen et notamment nord-américain où on sait qu'il y a un élément d'obésité et de malbouffe terrible qui sont quand même aussi sous le lobbying de certains fournisseurs de stratégies. Alors nous, on a eu un gros problème à un moment donné, c'est-à-dire l'European Society Cardiology a dit dorénavant, je rentre dans les détails, le mauvais cholestérol il était à 0,7, mais pour ceux qui ont fait un événement, il faut qu'il soit à 0,55. Du coup, la prescription unique de statine anticholestérol ne suffit pas. Il faut le coupler avec de l'ézetimibe. Les statines, ça va vous coûter, on va dire, allez, 150 € par an. Les étimibes couplés ou les étimibes seuls, c'est 600 à 700 €, c'est-à-dire sur coût de 500 €. Quand on sait qu'il faut le prescrire systématiquement avant tout événement chez un patient atteint de diabète, ben vous multipliez par le nombre de diabétiques en France, ça fait partie de la triade des médicaments qu'il faut que l'on ait. Si vous le rajoutez à tous ceux qui ont fait un événement mais qui vont très bien, qui sont totalement réadaptés, qui n'ont pas une atteinte cardiologique, qui n'ont pas souffert de cet événement-là grâce à la prise en charge médicale, on se retrouve là avec un élément explosif et avec des explications. Si vous ne le faites pas, vous avez un risque de mort statistique. Voilà. Et donc ça, vous revenez un patient, c'est là où c'est intéressant, vous voyez, dans les discussions que l'on a quand on va recevoir les patients, ils vont arriver en disant, vous avez des bonnes pratiques, ok, mais si je meurs, j'engage votre responsabilité et ça, vous le mettez dans votre dossier médical. Voilà. Et alors ça, c'est un gros problème parce qu'il y a d'autres médicaments. Regardez le top 10 des médicaments les plus prescrits ou les plus coûteux. On a eu une discussion en commission paritaire nationale, puisque je représente l'ordre, à la négociation conventionnelle, quand on est atteint d'une maladie DMLA, dégénérescence maculaire à un certain stade et que l'on doit injecter un produit, si on prend le produit dans une seringue pré-remplie par le laboratoire, ça a un coût. Si on fait un biosimilaire où il faut faire la manip de le refaire, la Société française d'ophtalmo dit si vous faites ça, vous avez un risque d'infection nosocomiale dont les 700 millions d'euros d'économie ne peuvent pas être un enjeu de santé publique. Je ne comprends pas que les médecins ou les collègues infirmiers ou ceux qui interviennent dans des blocs, ils savent très bien préparer, enfin c'est pas un souci. Donc on est en train d'amener ça sur la table. Donc le collègue pharmacien, lui, va vous dire, moi je fais le biosimilaire, les patients disent, ah non, parce que sinon, si j'ai un problème, ça va être ta faute. Le pharmacien il va dire, ok, voilà le truc. Vous voyez, donc on est à ce niveau-là à un moment donné. Donc les éléments d'économie sans changer, on peut les trouver aussi facilement. Donc je trouve que de dire ça, ben, je ne sais pas, moi qui travaille depuis maintenant plus de 18 ans dans l'unité de recherche du professeur Vélas, qui a le Gérontopole et le fameux institut hospitalo-universitaire du vieillissement de la personne, on pense que justement d'avoir une tension un peu plus élevée, c'est assez cohérent quand on prend de l'âge parce qu'il y a les artères qui se rigidifient, il faut une perfusion cérébrale suffisante parce que sinon, ben oui, on a une perte d'équilibre, on se casse la gueule, on chute, on se casse le col et là on va mourir. Donc voilà, il y a des vraies stratégies. Donc d'arriver si bas, pas une personne âgée peut se trouver bien avec des chiffres. Donc on n'écoute pas. On n'écoute pas. Et d'ailleurs, le gros enjeu pour nous, côté médecin, c'est la réalité, donc c'est pas la peine d'aller voir chez mon copain d'à côté, mais nous on est dans la stratégie puisqu'on a des unités de recherche de déprescription et qu'aujourd'hui l'industrie pharmaceutique n'est plus du tout reçue par exemple en médecine générale. Puisqu'on le sait bien, ce n'est pas nous qui coûtons cher, donc on vaut mieux aller sur des médicaments qui coûtent cher, donc ils vont voir d'autres médecins. C'est compliqué parce que les autres médecins sont sous un élément de pression, parce qu'on ne peut pas non plus refuser la recherche médicamenteuse et l'innovation. Sinon, ça veut dire que notre société ne pourra
rien proposé aux patients qui ont des pathologies de plus en plus complexes et compliquées. Et plus on pense avancer, finalement, plus on recule. Donc il ne faut pas avoir non plus un élément de conservatisme et de frilosité. Simplement, il faut mettre voilà, le cut-off à un bon endroit. Donc je ne sais pas si je vous ai répondu sur ce principe-là. Les logiciels, vous avez raison, Madame la sénatrice, en ville, ils sont nickel, ça marche très vite, ça marche très bien, il n'y a aucun problème. À l'hôpital, il y a d'autres problèmes qui viennent se greffer, c'est la cybercriminalité et la cybersécurité. Et donc, ils sont en train de mettre, malheureusement, des process et des process et des process avec des unités, des équipes. Et au bout d'un moment, même de cliquer sur un bouton, ça fait peur à tout le monde. Et ils ne sont pas du tout homogènes et pas du tout adaptés aux besoins de nos collègues. Et ça, on le voit. Sur les collègues pédiatres dont vous faites partie, il y a 8600 pédiatres en France. Il y en a 1600 en libéral et 6000 et quelques dans les établissements. On a besoin surtout de pédiatres dans les établissements parce qu'il y a des maternités qui ne peuvent plus tourner. Il y a des accès aux problématiques. Les enfants, heureusement, c'est rare les maladies, mais quand ils en font, c'est compliqué et c'est toute la vie. Voilà. Donc il va falloir retrouver là aussi de la démographie. Je pense avoir répondu à tout le monde et sinon, je resterai à disposition. Très bien, mesdames, messieurs les représentants des ordres, un grand merci pour votre présence. Vous avez vu finalement, il y avait plein de questions. Il y a un intérêt certain des sénateurs pour les enjeux, pour à la fois vos professions et puis les évolutions. Le PLFSS est une fenêtre, mais le débat continue tout au long de l'année, tout au long de nos travaux. En tout cas, un grand merci. Et nous restons à votre disposition, notre rapporteur de la branche maladie également. Merci beaucoup.